Il y a 3 ans, jour pour jour, on était ensemble sur le Kiki Show avec Mike Nograph. C'est quand même rigolo. Ce jour-là, il y a 3 ans. Bon bah salut. Salut. Il y a 2 caméras, c'est vachement bien foutu ton truc. Moi c'est Trent Eastwood, donc chanteur-guitariste de Uncommon Men from Mars. Et on m'a demandé de choisir un album. Si je devais en choisir qu'un, ça a été hyper dur. Parce qu'en vrai, mon groupe préféré, si je dois vraiment en choisir qu'un, c'est Pearl Jam. Donc là déjà on a bien réduit le spectre. Mais j'ai une grosse problématique, c'est que il y a 2 albums de Pearl Jam qui se tirent un peu la bourre et qui, pour moi, sont presque un seul et unique album, c'est 10 et Versus. Mais du coup, j'ai quand même basculé sur l'album 10 de Pearl Jam qui sera finalement le choix final. Oh, c'est nul. Début des années 90, voire fin des années 80, on est catapultés, nous, les frangins qui sommes devenus les Uncommon Men from Mars, d'être nés aux États-Unis, d'habiter aux États-Unis, on est catapultés en France. Nos parents sont français et en 88 on déménage. Donc on passe d'un multivers, on parlait de Spider-Man tout à l'heure, à un autre multivers complet. On fait nos petits bouts en France, on avait commencé à faire du skate, du machin, des trucs, tout ça, voilà. Et principalement, la musique qui nous intéressait, c'était quand même plutôt rock. Plus jeune, tu cherches un peu, donc c'est des trucs un peu rythmés qui fonctionnent, ça le fait quoi. Et il arrive un moment, à un instant T, on arrive avec mon frère jumeau dans un lycée à Valence, qui s'appelle Briffaut. Il se trouve que par le plus grand des hasards, on se retrouve à faire la rencontre d'un gars qui s'appelle David Basso, qui est un de mes plus vieux potes que j'ai encore aujourd'hui ici. Et lui, il était à fond dans plein de différentes musiques, il écoutait, c'était ultra éclectique. Ça allait de Portishead à Halloween, en passant par Metallica, Slayer, enfin tout ça. Et il nous a vu débouler avec nos chemises de bûcherons américains. Et en vrai, il s'est dit, oh c'est quoi ces mecs là, ils se croient sortis d'une série américaine. Genre les mecs, ils ont craqué quoi. Mais non, en fait, on arrivait tout juste des États-Unis quasiment, donc forcément on était encore tout imbibé de cette culture-là. Et on est devenus super potes. Et un jour, il me dit, ouais Trent, il faut que je te fasse écouter un truc. J'ai un groupe que j'écoute là et je comprends pas toutes les paroles, j'ai l'impression que c'est un peu n'importe nawak, mais il y a un truc. Donc on est dans la cour du lycée de Valence à Briffaut, avec notre petit Walkman baladeur CD. Attention les gars, vintage. Et il appuie sur play et c'est un morceau de cet album 10 qui s'appelle Garden qui commence à tourner. Et là, c'est mon cerveau qui a tourné instantanément. La voix, l'ambiance, tout. Et je fais, mais c'est quoi ce groupe? Et là, c'était plié en fait. À compter de ce jour-là, je suis devenu ultra fan de ce groupe Pearl Jam. Et bien que j'écoute d'autres trucs vraiment à droite à gauche, c'est vraiment un groupe voilà quoi, qui a suivi le truc depuis le début. Donc ça date de, j'étais en BEP, microtechnique, dans la cour du lycée de Valence à Briffaut à Valence. En fait, c'est aussi un peu à cause de ce groupe-là que quelque part les Unco sont devenus ce qu'ils sont devenus. Parce que c'est un groupe qui a été extrêmement influent pour moi. Et du coup, j'ai absorbé mes compos au début. On rigolait avec David, on disait c'est quoi le groupe, c'est quoi le style de ton groupe? Et je disais moi c'est de la pompe Pearl Jam. C'était voilà, le début de mes inspirations d'écriture, c'était je pompais Pearl Jam.
Je voulais faire du Pearl Jam. Donc c'est une influence qui est quand même pas assez costaud, quoi. Alors, anecdote, c'est que cet album de Ten est sorti juste avant Nirvana, de Nevermind de Nirvana, qui avait aussi complètement explosé. Et c'était un peu rigolo. D'ailleurs, il y en a qui étaient fans de Nirvana, mais qui du coup étaient moins fans. Enfin, ça se tirait un petit peu la bourre entre Pearl Jam, entre Nirvana, tout ça là, mais j'ai pas trop en rapport avec cet album-là d'anecdotes plus que ça qui me viennent en tête. J'ai une anecdote de Nirvana, qui n'a rien à voir avec l'album, c'est qu'on avait acheté nos places pour aller voir un concert de Nirvana, et on était à l'internat, et ils nous avaient pas permis de quitter l'internat pour aller voir le concert. Malheureusement, peu de temps après, Kurt Cobain s'est suicidé, et du coup, bah voilà, on n'a jamais pu voir Nirvana. Par contre, Pearl Jam, oui, si, ça me revient, j'ai quand même une anecdote intéressante, c'est que j'ai passé de longues années à vouloir les voir en concert, forcément. Et quand j'ai eu mon premier enfant, ma première fille, cette année-là, Pearl Jam passait à Paris. Et du coup, quelques mois après la naissance de ma première fille, je suis monté à Paris et j'ai vu Pearl Jam. Et j'ai réalisé un de mes rêves, c'est de faire des chœurs avec Eddie Vedder pendant un concert de Pearl Jam. Bon, moi j'étais dans le public, hein, mais j'ai quand même chanté avec lui. Pourquoi cet album? Pourquoi ce groupe? En vrai, parce que l'histoire de cet album, comment il a vu le jour, est complètement incroyable. T'as un gars qui est Zikos, qui bosse à San Diego dans une petite station-service, qui se lève à 4h30, 5h du matin pour aller surfer avant de bosser à la pompe, qui va un jour à un concert de Red Hot Chili Peppers, chose qui, voilà, pas de problème, tu kiffes un groupe, tu vas le voir en concert, mais sauf qu'à ce concert-là, il y a une coupure de courant. Voilà. Ce gars, Eddie Vedder, se retrouve à discuter avec un des mecs des Red Hot, pendant une coupure de courant improbable, et ce gars des Red Hot, encore plus improbable, se trouve sur lui une cassette démo qui lui a été filée par des potes de Seattle, et en discutant, il dit écoute, tiens, prends cette démo là, on a des potes qui cherchent un chanteur. Ok, très bien, Eddie Vedder rentre chez lui avec cette cassette là, il l'écoute, il réenregistre quelques titres de la cassette avec des textes à lui et sa voix par-dessus, et il renvoie la cassette. Et là, les mecs qui n'étaient pas encore Pearl Jam de Seattle reçoivent la cassette, et là c'est le choc total. Ils font venir le bonhomme à Seattle, juste au moment où ils sont en train d'enregistrer un album avec Chris Cornell pour célébrer la disparition d'un de leurs super potes qui avait un groupe qui s'appelait Temple of the Dog, pas Temple of the Dog, Model Love Bone. Ils enregistrent un album qui s'appelle Temple of the Dog, et il se trouve que ce gars déboule juste à ce moment-là, donc il chante sur un morceau avec Chris Cornell de Soundgarden, le morceau qui s'appelle Hunger Strike, un morceau qui déglingue, et il devient le chanteur de Pearl Jam. Voilà, comme quoi, quand c'est écrit quoi. Il y a certains albums qui marquent ta vie très fortement, et en l'occurrence, Ten, c'est un album que j'y reviens toujours quand ça va pas trop, quand j'ai des soucis ou j'ai des trucs qui me prennent la tête, j'arrive pas à m'en sortir. C'est un album qui a un espèce de pouvoir magique sur moi, que si je me cale dans un coin, je blaste l'album du début à la fin, bien fort dans ma tronche, et ça remet tout à zéro en fait. Donc c'est une reset, c'est un album reset pour l'esprit, pour moi en tout cas. À Valence, j'avais un autre pote qui s'appelait Charles Belin, qui maintenant habite à Hong Kong. Et on prenait nos grattes acoustiques et on allait traîner dans le parc de Valence, on jouait un peu nos trucs, nos petits bouts de reprise et tout. Et pourquoi
Je lui poserai la question s'il s'en souvient. Je ne sais pas pourquoi on a pris cette décision, mais on a fait un pacte. On s'est dit que le morceau Jeremy de Pearl Jam, si à un moment ou un autre, le morceau commence, on ne le coupe pas. Mais pas. C'est-à-dire, pas d'excuses, pas de prétexte. Tu es en retard pour ton train, le morceau il commence. Si tu dois louper ton train, tu fous ton train. Et ça, c'était il y a une vingtaine d'années. Et je suis encore le pacte. Il y a eu des fois où j'étais dans une situation un peu tendue. Va expliquer à ta meuf que tu es obligé d'attendre encore 2 minutes 50 parce que le morceau n'est pas fini. Alors qu'on est à la bourre. Donc moi, pour le moment, je tiens bon. Et je sais qu'on échange un peu des messages. Il écoute vachement moins Pearl Jam maintenant, mais il a gardé le truc aussi, donc c'est une anecdote un peu rigolote. Il y a Garden, parce que c'est le premier morceau que j'ai écouté de Pearl Jam qui m'a vraiment marqué, qui a vraiment une ambiance. Alors après, moi, j'ai grandi aux États-Unis, donc je suis bilingue. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'amis en France qui écoutent de la musique, qui kiffent de la musique, qui ont besoin vraiment de faire des efforts pour comprendre les morceaux dans leur globalité, avec les textes et tout. Et souvent, c'est plus une ambiance, une énergie que mes potes qui ne parlent pas anglais ressentent avec ces groupes-là. Mais quand tu parles vraiment la langue, tu as le double effet qui se coule, que tu captes aussi ce qu'il essaye de dire. Donc je dirais il y a Garden, et puis Alive, qui est aussi un titre assez dingue, qui commence avec un riff de guitare. Et qui saisit en fait. Moi je bougeais beaucoup sur scène et j'adorais sauter dans le public. Et des fois, je me rends compte après coup qu'il y a certains slams que j'ai fait qui étaient des prises de risque assez engagées. Limite engagement vital, de vie. Tout ça à cause de Eddie Vedder. Parce qu'il faisait ça, il prenait des risques de fou, il partait complètement en cacahuète à sauter de balcons ou de trucs comme ça. Et le plus gros stage dive que j'ai fait, c'était à la laiterie à Strasbourg. On nous avait appelé les Unco pour dépanner une première partie des Satanic Surfers, mais c'était genre, on nous appelle le matin. La laiterie à Strasbourg, nous on était au sud de Lyon, quoi. Donc, on nous appelle, notre manager nous appelle le matin. Et je divague un peu, hein, c'est pas Pearl Jam, mais c'est une anecdote sympa. La première partie des Satanic Surfers a annulé. Si vous voulez jouer à la laiterie à Strasbourg ce soir, vous pouvez, mais il faut vous démerder pour monter, quoi. Donc on a topé un camion à l'arrache, on est monté à l'arrache, on a joué, c'était mortel. Et à la laiterie, en fait, la scène est déjà assez haute. Et il y a le système son, c'est des grosses enceintes. Donc il y a 3 grosses enceintes qui sont empilées, donc ça fait au moins, ça doit faire au moins bien 3,50 m de haut, quoi. Et du coup, j'ai grimpé sur ce bazar-là sans trop réfléchir. Et quand je me suis relevé, j'étais au niveau du plafond de la salle. Je me souviens parce que j'avais les projos qui étaient là. Et j'ai regardé les gens. Et je les voyais comme ça, les gens. Tellement j'étais haut. Ils me regardaient comme ça. Genre, waouh. Je dis, réfléchis pas. Ils étaient tous comme ça. Je fais, allez, saute de dos. Comme ça, si jamais ça s'arrête, tu le verras pas venir. Et c'était ouf. Donc pareil, juste parce que tu es fan de Pearl Jam et que tu as été transporté par un engagement corps et âme porté par la musique. Et du coup, c'était comme ça aussi pour nous sur scène, quoi. Alors, ça c'est le... Je suppose que peut-être les gens... Il n'y a pas une petite flèche là qui pointe. Ça c'est le coffret du coup de mon album préféré. Comment dire, c'est quand même pas
pas rien. Dans l'idée, c'est même pas un triple album parce qu'il y a l'album original, il y a l'album qui a été remixé par Brendan O'Brien, donc en vinyle. Et ça, c'est un double album avec du vinyle bien lourd, bien épais, d'un concert mythique qu'ils avaient fait à Seattle. Et dedans, il y a plein de petites, il y a plein de goodies, des lithos, ça, c'est une reproduction du songbook d'Eddie Vedder. Il y a les trucs en scud. Et là, ce qui est hyper cool, c'est là que je voulais en venir, ça, c'est la reproduction de la fameuse cassette. C'est une grosse frustration, en fait, parce que je peux pas l'ouvrir, parce que c'est un truc de collection. Et du coup, j'ai jamais pu l'écouter, la cassette. Mais c'est la cassette qu'Eddie Vedder a récupérée avec les titres, les démos qui étaient dessus. Donc le coffret, il est assez fou, quoi. Et je suis très fier de l'avoir chez moi. C'est vraiment mon truc de collector. Pearl Jam, c'est un groupe qui joue encore aujourd'hui. Ils font encore régulièrement des tournées. Ils sortent des albums aussi régulièrement que je suis au fur et à mesure. À chaque fois qu'ils jouent Pearl Jam en France, souvent c'est à Lille. Ce qui est un peu relou, ça c'est vraiment loin. Mais si un jour il y a l'occasion de les revoir, ouais, j'irai avec grand plaisir. Il y a Jeff Ament aussi, le bassiste, c'est peut-être un truc intéressant à dire, le bassiste de Pearl Jam, qui est aussi un skater, qui est très dans la culture skate, donc par rapport à... Ça colle tellement avec mon univers, mon kiff, tous les points de ce groupe collent avec tout en fait, le surf, le skate, les grosses guitares. Ça manque de grosses guitares, ma vie en ce moment.